La présentation que je vais vous faire aujourd'hui porte sur le potentiel narratif de l'éditorialisation et c'est dans une perspective de recherche-création. Donc le contexte de cette présentation, c'est la culture de la convergence et son impact sur les pratiques éditoriales des institutions de la mémoire. Désormais, la conservation numérique du patrimoine se complémente avec sa médiation dans un même espace. Et donc, des stratégies de transmedia storytelling, comme ce que Mélanie Bourda a évoqué la première journée, comme les voix d'Aliénor ou d'autres perspectives comme celle de Montaigne Superstar, exploitent les qualités expressives de documents hétérogènes pour encourager la participation du public. Les ressources documentaires et les modules narratifs racontent des aventures des héros qui sont désormais historiques, mais racontées à travers de l'imaginaire. Et des données patrimoniales issues de contextes spatio-temporels lointains sont éditorialisées pour constituer un univers narratif, mais factuel, à travers de l'imagination. Donc cette communication s'intéresse à ce remixage d'archives, l'éditorialisation de portée narrative. Donc l'objectif, c'est de vous présenter les résultats d'une expérience de recherche-création menée depuis une perspective de design. Ma question de recherche traite deux enjeux. L'un, la conception d'un projet, ce monde imaginaire sur la base d'un corpus patrimonial, et deux, la manière dont celui-ci est reçu par les publics. Donc, je vais vous faire une présentation en trois parties. La première partie est plutôt théorique. Je vais parler des pratiques d'éditorialisation et d'exemples du tournant narratif de la médiation. En deuxième partie, je parlais de la méthode de construction de cet univers narratif et comment un patrimoine canonique venant d'archives va converger avec un patrimoine non légitimé venant des traces identitaires d'un album familial. Puis, en troisième point, je vais évoquer le fait qu'il me semble que la réception de ce projet transmédiatique est peut-être optimiste, même si elle est tout à fait intéressante à pratiquer en petite échelle. Qu'en quelques mots, l'éditorialisation est un geste éditorial essentiellement numérique qui porte sur la qualité discursive des contenus, leur structuration, leur mise en forme, mais aussi leur diffusion dans le web. Et pour nous, ces contenus sont les composants d'un monde imaginaire qu'on pense en deux niveaux. D'un côté, un produit de l'imagination, comme Mary-Laure Ryan l'expose dans Poetics of Immersion en 2001. C'est un monde qui se crée dans l'imaginaire du lecteur avec des objets indépendants sur la base du texte. Dans ce cas, ça peut être multiple expression, pas que textuelle, qui est une image incomplète, mais quand même vive, d'une expérience basée sur les connaissances culturelles, etc. Mais aussi, une autre partie de ce monde imaginaire, c'est le story world, basé sur Herman, de où, quoi, quand, qui, comment, pourquoi se passent des choses dans un monde. Donc, c'est un contexte, un cadre contextuel où se déroule une histoire. Alors, comment est-ce que l'éditorialisation se fait dans la médiation documentaire? L'éditorialisation commence avec la documentarisation qui elle-même passe par un processus de documentation, de recherche et de création d'informations et de production sémiotique qui passe par la transcription, l'enregistrement sur des supports numériques pour créer des documents. Puis après, ces documents peuvent se segmenter, se redocumentariser et devenir d'autres choses. Si je reprends la définition de la chaire de recherche en écriture numérique du Canada et notamment du chercheur Marcello Vitali Rezzotti, on peut définir l'éditorialisation comme un ensemble d'appareils techniques, les réseaux, les serveurs, les plateformes, les CMS, les algorithmes, les moteurs de recherche, de structures comme l'hypertexte, le multimédia, les métadonnées, de pratiques comme la notation, le commentaire, les recommandations via des réseaux sociaux qui permettent d'organiser un contenu sur le web. Et l'éditorialisation est donc une instance de mise en forme et de structuration d'un contenu qui ne se limite pas à un contexte fermé, comme celui d'une revue ou d'une œuvre, ni à un groupe d'acteurs prédéterminés, comme les éditeurs ou des producteurs de contenu, mais qui implique une ouverture dans l'espace de plusieurs plateformes dans le temps et dans l'espace. Donc, il n'y a pas une limitation de date.
Quelques gestes d'éditorialisation peuvent être repris de justement les gestes de documentarisation qui sont le catalogage, l'indexation, le résumé, découper, éventuellement renforcer des documents et créer plusieurs documents en fonction de ça. Donc la rédocumentarisation, c'est le processus de remixage. Cette segmentation de plus en plus fine nous permet de passer de ressources documentaires à des données documentaires, qui elles-mêmes peuvent être changées en fonction de ce qui est mis en contexte. Et c'est comme ça que j'amène la documentarisation narrative et aussi l'éditorialisation narrative. Donc, il y a plusieurs unités sémiotiques qui peuvent être narratives, et cela est mis en place déjà dans le tournant narratif de la médiation. C'est soit un récit complet, comme on le voit dans l'exemple de l'application de Condine, c'est une version enrichie d'une œuvre littéraire. Soit ça peut être une structuration de données qui vient mettre des données dans des cases narratives et donc créer une espèce de monde grâce à des dispositifs techniques comme des ontologies. Soit ça peut être un univers imaginaire. Ici, on voit par exemple une autre œuvre qui a été pensée en tant qu'architecture de données narratives et donc qui divise des informations documentaires en données patrimoniales avec une valeur mémorielle et du passé, mais aussi avec une valeur narrative comme les instances d'un univers. Puis finalement, quand il y a un univers qui se crée, il y a des ressources qui viennent se cumuler avec des données, mais aussi de la documentation. Et donc, il y a un sens de lecture qui ressort de modules de lecture comme dans les Voix d'Aliénor du patrimoine aquitain, et une mise en scène qui alimente l'imagination du lecteur, avec une adaptation à la fois discursive et formelle des péripéties d'un personnage historique en créant un univers transmédiatique. Donc, en quelque sorte, d'un point de vue théorique, moi, ce que je pose, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'effets narratifs, comme dit Horstman. Lui, il le fait par rapport au mode d'expression. Mais pour moi, ces niveaux peuvent aussi enrichir des documents entre eux et des ressources entre elles. Donc, le premier niveau, c'est on pense que quelque chose pourrait être narratif, mais ça ne l'est pas. C'est le niveau expérientialité. Le deuxième niveau, c'est on peut ressentir un changement d'état. Donc, par exemple, on sent une odeur, puis on ne la sent plus. Le troisième niveau, c'est il y a des procédures beaucoup plus complexes, comme il y a une odeur, puis une odeur inattendue. Il y a un son, puis un son inattendu. Donc, ça crée une impression de quelque chose qui est inattendu, mais aussi ça peut créer du suspense. Et puis, le quatrième niveau, c'est la médiation narrative. Donc, il y a vraiment une instance qui vient ordonner les choses pour ajouter un effet narratif chez le lecteur. Donc, quand on ajoute, pour moi, des récits à des documents qui autrement n'auraient aucun effet narratif, on peut créer une réception différente. Mais cette avenue est très abstraite pour la penser uniquement théoriquement, selon moi. Et donc, c'est pour ça que j'amène une méthode de design, un prototype narratif et documentaire sur le corpus de la paysannerie costaricienne. Ça me permet de travailler avec une petite échelle. Donc, mon hypothèse, c'est qu'on peut éditorialiser narrativement et que cela a un impact sur la réception. Et donc, je le fais dans une perspective de design, sachant que je considère le design pas comme un procédé formel, mais une méthode systématique d'imaginer un futur meilleur ou des objets inexistants. Donc, dans ce cas, par rapport à les objets qui existent de médiation patrimoniale numérique, ce seraient des objets différents de médiation qui auraient une autre réception. Et cela se fait avec une posture de comprendre par la construction d'un artefact. Et cet artefact, on parle en design de deux types de prototypes. Un prototype vertical, c'est un prototype 100% fonctionnel sur un point, ou un prototype horizontal, qui est un prototype qui évalue toutes les fonctionnalités sans nécessairement être abouti. Et c'est ce type de prototype qui m'intéresse moins pour essayer de penser à toutes les étapes de l'éditorialisation. Cela aussi d'un point de vue de design d'interaction, donc de mon bagage en tant que designer d'interaction et conception selon les affordances du médium numérique. Pour penser à ce prototype horizontal, je me base sur la façon dont Lipsing synthétise le processus de l'éditorialisation. Donc, comme on voit, lui, il crée aussi cette
ce processus horizontal qui commence avec la métamodélisation d'un corpus, puis la modélisation plus concrète, c'est-à-dire établir des catégories de ce corpus. Après, une collecte qui peut se faire de certains éléments, le marquage qui permet d'indexer et de reconstruire les données, puis une édition qui va changer la formalité de ces données, le support, etc. Et après, une réception qui elle-même va contribuer au début, comme on avait vu, parce que l'éditorialisation est un processus ouvert. Donc, la réception peut contribuer à la collecte et ça, c'est très en lien avec les prosumers de la théorie du transmédia. Donc, si on se penche sur le patrimoine costaricien, le patrimoine canonique du costaricien établit que l'identité costaricienne est basée sur le paysan. Donc, le paysan est un élément essentiel de l'identité. Il est important de souligner qu'il a des caractéristiques attribuées historiquement dans la maison typique, un joug de bœuf, une personne gentille, naïve, honnête, ignorante. Cependant, cette perspective est très critiquée par des sociologues et des anthropologues, notamment parce qu'elle laisse de côté beaucoup de personnes qui seraient dans ce patrimoine, comme les femmes, les personnes indigènes, les personnes qui n'ont pas vécu à la vallée centrale. Et donc, le patrimoine canonique, en quelque sorte, on peut dire qu'il est incomplet. Ainsi, moi, je veux adresser à la fois le patrimoine tangible qui existe dans des collections officielles et aussi que, selon les anthropologues, vient être représenté dans la production culturelle, picturale, sculpturale, etc., mais aussi la production médiatique. Mais en même temps, je veux adresser un autre type de patrimoine qui est celui qui n'est pas dans ces collections. Pour cela, en fait, moi, je viens d'une famille paysanne et d'un contexte paysan. Et donc, je me suis dit du Costa Rica, bien sûr. Et donc, je me suis dit, bah, qui est-ce que je peux lancer sur ces sujets et qu'est-ce que moi, je considère ce patrimoine ou la petite histoire. Et donc, voilà un schéma de quel est le processus, si on reprend ce que Leipzig avait dit, de comment créer ce patrimoine et comment le mettre le faire converger avec le patrimoine tangible existant déjà. Donc, il y a deux participants principaux qui créent des récits anecdotiques. Ces récits correspondent à ce qu'en transmédia, on appellerait le vaisseau mère, c'est-à-dire ça va être l'essence de la narrativité du récit qui est raconté. Et cela est enregistré, republié et partagé. Mais il y a une partie de sélection de contenu pour changer ou pour rétrécir à la partie qui est vraiment liée au patrimoine. Donc, le but, c'est de connecter des ressources patrimoniales documentaires dans des journaux, des musiques, etc., avec l'arc narratif des personnages existants. Ceci passe aussi par la réflexion aux multiples plateformes. Donc, il y a tout un processus d'analyse de plateformes médiatiques existantes, notamment des plateformes numériques, comme SoundCloud, Spotify, Medium.org, et en pensant quels sont les cadres éditoriaux qui semblent importants pour ce projet. Finalement, on décide que pour les possibilités narratives et d'indexation, je choisis Medium, qui me permet de créer des histoires linéaires multimodales et donc d'ajouter à la fois des images venant des corpus historiques et les récits venant des personnes. Mais aussi, ces récits, je vais pouvoir les ajouter entre eux. Donc, je crée une liste de reproduction sur SoundCloud, mais cette liste est ouverte pour que n'importe quelle personne du processus puisse venir ajouter des anecdotes directement. Aussi, il y a une retranscription de tout ce qui est dit en français et cette retranscription permet d'indexer aussi d'autres contenus à travers l'hyperlien et aussi d'ajouter des éléments comme sur Google Maps, etc. Donc, le processus se déroule avec une participation et un accompagnement de la communauté et qui puise la motivation intrinsèque des gens à produire des contenus. Le WhatsApp est utilisé dans ce sens parce que c'est ce que la communauté est le plus à l'aise à utiliser. Donc, il y a une question de littératie numérique qui arrive parce que la communauté ne peut pas contribuer directement, c'est une communauté paysanne,
et d'un certain âge qui n'ont pas l'agilité, disons, de digital natives pour aller puiser directement sur les plateformes. Et donc, ils partagent leur vécu et leurs anecdotes à travers un WhatsApp qui lui-même est après, il passe par une modération pour, heu, pour pouvoir se recentrer, mais aussi qui permet aux personnes de réagir immédiatement à une anecdote avec une autre anecdote. Puis cela permet de créer sur SoundCloud de façon la minimum intrusive possible, pour les personnages, une anecdote et une liste d'anecdotes en elle-même qui crée une espèce de anthologie de micro-récits avec une trame narrative sérielle. En même temps, il y a une archive qui se crée de façon collaborative sur Pinterest où on ajoute à la fois les images de famille, mais aussi d'autres choses, qui sont importantes pour ces personnes, hem, comme en tant que patrimoine, par exemple, quelque chose qui est ressorti que j'avais pas pris en compte, c'était la cuisine, que notamment si on va parler de la femme paysanne, c'est un peu sexiste, mais et il y a une partie, ma grand-mère, par exemple, qui veut absolument parler de comment est-ce qu'elle fait ses assiettes, qu'est-ce qu'elle cuisine et donc il y a tout un bloc cuisine qui se crée. Puis la cristallisation se fait alors dans cette anthologie d'anecdotes enrichies qui passe à la fois par une restructuration sur frise chronologique, mais qui me permet d'aller puiser, comme je disais, sur des fonds d'archives, des images qui permettent de concrétiser ce monde, donc qui est à la fois concrétisé spatialement par le Google Maps et le fait d'attacher les anecdotes à des espaces spécifiques, mais qui est attaché à la temporalité en fonction non seulement de quand la personne dit que c'est arrivé, mais avec toutes ces images de ce même contexte historique qui permettent à la personne de se projeter dans le passé de l'anecdote, tout en créant un ensemble, cohérent. Alors, quelle est la réception de ce geste d'éditorialisation? Déjà, il y a une problématique de base, c'est que, le geste est continu et les personnes ajoutent des contenus progressivement. Puis, il y a un autre point, c'est pour étudier le phénomène et comme je le fais dans le cadre de mes études, c'est un projet qui est fait en français, alors que, les personnes qui y contribuent en espagnol. Ce qui fait qu'il est reçu par un public francophone, notamment les retranscriptions, mais qui essaye de se pencher aussi sur les audios pour, aller essayer de reconnaître, des mots et qui vont, pas comprendre, par exemple, comment sont transcrits certaines choses, qui essayent d'imiter, l'accent et la façon de parler des paysans. Donc la stratégie divise un peu le public entre une communauté francophone, passive et une communauté, hispanophone active, mais qui ne peut pas consommer le produit le plus achevé. En même temps, la communauté aide à résoudre des soucis, notamment des soucis de traduction et puise pour dire: «Bah, en fait, cette plateforme ne marche pas. Est-ce que tu peux, changer de plateforme? Est-ce que tu peux, faire ouvrir, tel, tel document pour que je puisse, aller, faire, des contributions?» Et donc ça amène une conversation autour du processus tant technique comme, discursif. En chiffres, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup plus d'écoute que ce qu'il y a de lecture. Ce qui veut dire aussi que la communauté qui est engagée en tant que participant, c'est la communauté qui veut aller écouter ce qu'ils ont fait. Donc mon hypothèse, c'est que quand les gens se rendent compte que c'est en français, même s'ils sont intéressés par les contenus patrimoniaux et les images, ils vont pas forcément être touchés autant parce que, bah, ils trouvent qu'il y a une barrière de langage qui ne les intéresse pas et en plus, ils peuvent écouter, l'enregistrement qui est plus intéressant pour eux. Puis en plus, on voit clairement une perte d'intérêt en fonction du temps. Dès qu'il y a la publication qui est faite, il y a beaucoup plus de personnes qui la voient. Puis, par la suite, ça s'épuise. Notamment, finalement, il y a un lecteur machine qui arrive et qui va rechanger, comme, dit Marcello Vitali Rosati, l'espace du numérique et donc il y a un personnage qui n'existait pas avant numériquement, qui serait mon grand-père, qui a absolument aucun usage des réseaux sociaux et de l'internet, qui apparaît
Et donc, ça change la distribution de contenu sur le web. Et ça ne se fait pas que seulement par rapport à Google, mais aussi par rapport à toute l'indexation qui est faite par des étiquettes de tous les autres contenus et sur toutes les plateformes qui agrègent le contenu du projet à d'autres contenus d'autres projets. Donc, pour conclure, comment est-ce que le monde imaginaire émerge de l'éditorialisation de documents? C'est en décidant de compléter un patrimoine canonique avec des vraies histoires qui émergent, un regard qui décale du document vers des personnes et donc qui essaye de personnaliser quelque chose qui serait sinon un patrimoine uniquement matériel et pas vivant. Cette perspective est très alignée avec les perspectives de patrimoine hybride d'Amérique latine. Et en même temps, ça s'aligne aussi avec la perspective formelle de Transmedia Story World et Word Building, d'où les composantes du patrimoine créent un story world, un monde DGT, où chaque média raconte des choses autonomes, même si pas tous les médias sont des histoires en eux-mêmes. Les éléments fondamentaux du monde, alors, doivent être consommés, c'est-à-dire les anecdotes, pour pouvoir aller donner une cohérence aux autres éléments qui ne seraient pas ce vaisseau mère. Puis, les difficultés qu'on rencontre avec ce type de projet, c'est que la réception va être très fermée par rapport aux participants. Les participants, c'est eux qui vont essayer d'aller voir ce qu'ils ont fait. Ce qui est intéressant parce que ça les amène à être publics où ils étaient un non-public du patrimoine historique qui ne les intéresse pas vraiment. Mais aussi, ça referme, ça referme sur cette communauté et ça ne crée pas un rayonnement énorme. Donc, donc, ce corpus patrimonial, disons, reste en quelque sorte dilué dans le web. Puis aussi, une autre limitante, c'est que ce processus est long et donc ne permet pas de travailler avec des énormes corpus d'images documentaires. Et donc, je me demande quelle est sa faisabilité à grande échelle. Une trop grande quantité de documents aussi par rapport au texte ferait perdre le fil de l'histoire. Dans ce sens, l'éditorialisation narrative a un intérêt à petite échelle, mais on se demande quelle serait l'utilité de refaire ce processus pour une grande échelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chimena. Alors, je vais me permettre de commencer la discussion en vous posant au moins une question. La première étant sur ce que vous avez recherché à faire aussi en qualifiant les personnes que vous amenez dans votre histoire à la figure du héros, notamment en évoquant Campbell. Alors, comment vous procédez à cette figuralité du héros par rapport aux personnes que vous avez décidé de faire figurer par cette entremise transmédiatique? Oui, en fait, c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué du tout. Très concrètement, les histoires, certaines de ces anecdotes, je les connaissais déjà. Et le paysan, en fait, au Costa Rica, il y a une partie très, comment dire, de surnaturel qui est liée au travail de la campagne. C'est-à-dire que, par exemple, mon grand-père parle littéralement des hommes de montagne qui l'attaquent et aussi il y a une espèce d'entraide entre plusieurs paysans quand ils s'embarquent à la montagne pour aller faire un bûcheron ou autre. Donc, il y a un peu cette aventure de la sortie de la maison en tant que espace sécuritaire du début, puis aller traverser pour le travail des champs et se faire attaquer par des lions qui ne sont pas vraiment des lions, c'est plutôt des léopards. Mais voilà, et donc qui va traverser plusieurs difficultés pour revenir à chaque fois à la maison. Et donc, c'est dans ce sens qu'il y a une espèce d'aventure du héros qui, à chaque fois, part pour vivre quelque chose et revient. Sauf que, et là, c'est très pertinent la question, ça ne s'applique pas pour la femme paysanne. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas ce type d'anecdote du monomythe assez caractéristique parce qu'en fait,
souvent, ça va être des histoires plutôt du drame familial, qui sont vécues en solitude, sans un mentor, sans qu'il y ait pas le surnaturel n'est pas autant là que, pour le paysan masculin qui, sort de chez lui et qui va à la montagne. Donc, au début, bah, c'est le fait que j'avais vu que ces histoires surnaturelles un peu existaient chez les paysans qui m'a fait m'intéresser à l'utiliser, genre ce paysan-là. Mais avec la paysanne, ça marche moins bien, cette histoire du héros, disons. Alors, est-ce que du coup, c'est à vous de trouver, peut-être qu'il y a une importance aussi dans la thématique, hein, en ayant lu quelques ouvrages des héros de l'environnement, sur, la collection Reporter, sur la demande de la sensibilisation à la question de la nature, hein, qui est quand même présente au Costa Rica. Il y a peut-être quelque chose à faire sur la sensibilisation et de par cette ouverture, vous pourriez peut-être aussi capter un public français notamment. Ouais, absolument. Bah, justement, il y a une partie que j'ai décidé de couper de la présentation et c'est l'image actuelle du Costa Rica à l'international. Je disais qu'elle est dépersonnalisée, bah, c'est justement ça. On a comme l'impression que le Costa Rica, c'est un pays de beauté naturelle, mais on ne sait rien de qui y vit. Et c'est pas nouveau en fait. C'est tout si on passe par l'histoire de la littérature et l'histoire aussi de la peinture. Justement, en 1970, le Costa Rica a été rejeté des beaux-arts internationalement parce que justement, il faisait beaucoup de paysages et pas beaucoup, et alors qu'il y avait des dictatures tout au long de l'Amérique latine. Et justement, genre, c'est historiquement comme ça au Costa Rica, on représente la nature et tout ça. Donc, oui, il y a cette qualité qui est très bien aussi, mais justement, qui moi me dérange un peu en tant que costaricienne en me disant: «Bah, il y a beaucoup plus que ça aussi». Mmh. Mmh. Oui, enfin, c'était une entrée, hein. Alors j'ai une dernière question, Jimena, c'est sur le rôle de l'archive, que vous mobilisez un peu comme l'aurait fait, Odin, en fait. Sur le rôle de l'archive et la présence des archives aussi, qui vous sont données par, les instances, culturelles, muséales, costaricaines. Comment ça se passe? Parce que là, j'ai ce week-end, enfin, la semaine dernière, il y avait un gros forum Wikimédia où en fait, on observait un peu comment les musées, maintenant sont ouverts, à la numérisation de leurs archives et donnent leurs images gratuitement. Alors comment ça se passe de ce côté-là, Bah, je vais repartager l'écran pour vous montrer. Voyons, est-ce que donc en fait, moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que, ben, en fait, non, les musées ne partagent pas les choses, librement comme ça. mmh Donc ce qu'ils partagent, c'est souvent des métadonnées ou des choses spécifiques. Donc par exemple, là, le musée, de la Banque centrale va partager, des contenus, sur les œuvres, et des commentaires. mh. Mais souvent, il faut passer justement par ce que j'ai fait, donc la création d'une deuxième archive pour pouvoir aller chercher, bah, qu'est-ce qui est vraiment disponible. Donc, par exemple, si vous voyez dans cette archive, je dois, moi-même aller chercher, quels sont les droits, comment l'utiliser, et souvent, c'est même pas eux qui ne veulent pas, c'est les personnes qui ont produit, la chose, ou détenteurs des droits moraux qui ne veulent pas cette diffusion parce qu'ils veulent faire un catalogue, parce que, etc. Et surtout, pour des journaux, c'est les journaux qui posent le plus de problèmes. Donc, il y a beaucoup de documents qui vont être très vieux, comme ce journal ici. Donc, c'est une autre difficulté, genre la création même d'un corpus qui soit utilisable sans poser des problèmes de droit. C'est aussi Et pour en ça. conséquence, vous faites une réindexation alors? Je fais une réindexation, de tout, mais cette réindexation, c'est aussi une réindexation, qui passe par une curation de contenu. Parce que bien évidemment, il y a beaucoup de documents qui m'intéressent pas, parce que c'est pas en lien avec, la figure du paysan au Costa Rica.